Je crois que la lecture, dans son essence originale, est ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude. Proust. Alors j'aime beaucoup cette citation. Je l'ai découverte par le livre de Marianne Wolf qui est plaidoyer pour la lecture. Un lecteur reste avec nous. Et je trouve qu'elle résonne et elle montre la profondeur de cette action très difficile à décrire de la lecture. Et je trouve qu'elle résonne particulièrement aujourd'hui, où on est noyé dans une communication. La communication, c'est peut-être le mot de la société qui nous entoure. On est noyé dans une communication permanente et malgré tout, on retrouve une solitude. Et peut-être que les réseaux sociaux, finalement, c'est le contraire de la lecture. C'est une solitude dans la communication. Bonjour Agnès Fabre. Bonjour. Vous êtes née en 86, vous êtes née après 3 frères à Paris et vous avez grandi à Paris, vous avez intégré le CP à 4 ans, vous aviez beaucoup d'avance, vous avez même été en Allemagne pour 6 mois de pensionnat à 14 ans, assez tôt. Après vous avez décidé de faire des études littéraires, Hippocagne-Cagne, puis ESSEC, donc école de commerce. Là, vous avez profité de ce temps pour apprendre les langues étrangères, une bonne poignée de langues. Et puis, vous avez passé par le privé et soudain, virage, après 2 enfants. En 2017, vous décidez de reprendre les études pour devenir professeur. Vous devenez professeur de lettres et de latin dans un lycée privé parisien où vous êtes maintenant depuis 7-8 ans. Et ce qui m'intéresse, c'est toutes ces bifurcations étranges de votre itinéraire. Je me dis qu'il y a toujours un endroit où on arrive au bout d'une logique et qu'est-ce qui fait qu'on décide de changer de direction ou en tout cas d'infléchir un peu l'itinéraire qui nous était un peu facile, quoi, dans lequel on était si bien. Vous avez maintenant 4 enfants et je dirais que la bifurcation, elle est féconde parce que vous avez monté une association, Eureka, pour enseigner le grec ancien. Alors, je ne l'ai pas montée, je l'ai rejointe. Vous avez rejointe. Ouais. Le grec ancien à des élèves de primaire, ce qui n'est pas si fréquent. Et par ailleurs, maintenant, vous êtes présidente d'un collectif que vous avez aussi rejoint, qui est un collectif pour l'éducation numérique raisonnée. Donc, c'est toute la réflexion inédite depuis 20 ans, qu'on n'arrive pas très bien à mener, pour savoir si oui ou non ces écrans éloignent les enfants des fondamentaux, quelle est l'engeance que nous mettons en route avec cette génération très numérisée qui a peu à peu perdu l'habitude de lire. Et donc, vous avez publié 2 tribunes absolument formidables qui m'ont fait avoir envie de vous recevoir dans mon émission, parce que je pense que c'est les problématiques qui intéressent nos auditeurs. Agnès Fabre, est-ce que j'ai fait des grosses erreurs ou des ellipses ? Évidemment, vous avez un mari, 4 enfants, et plusieurs d'autres, vous habitez à Paris. Non, je crois que vous avez dit dans les grandes lignes ce qui me correspond, en effet. Alors, au début de mon émission, j'ai un petit moment un peu pénible pour vous. Je vais vous poser plein de petites questions, un peu questionnaire de Proust, et vous répondez, vous serez... Quel est le premier signe que vous avez identifié quand vous étiez enfant, que vous aviez ce caractère de résistante ? Je dirais... Enfant, j'avais l'impression que le monde, tout m'était permis, en fait, de ne pas avoir de limites. Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une famille très unie, où j'ai été très choyée. J'étais la seule fille avec 3 frères, comme vous l'avez dit. Donc j'avais l'impression d'être un peu le centre du monde, que tout m'appartenait. Et je pense que ça m'a donné une assurance, une confiance de me sentir aimée qui est fondamentale et qui est un moteur aujourd'hui, probablement, qui est un réservoir dont je me sers aujourd'hui. Et alors, est-ce que c'est pénible pour vous, aujourd'hui adulte, de parfois voir que vous n'êtes pas le centre du monde ? Vous avez des enfants qui se croient eux aussi le centre du monde. Ça a été difficile à l'adolescence, comme je pense que c'est difficile pour beaucoup. Ça a été douloureux ? Non, pas douloureux, mais ça a été une manière de revoir, je pense heureusement, probablement je serais insupportable si je n'avais pas subi cette transformation, de se réadapter dans son environnement et puis de comprendre le monde qui est plus complexe que la manière dont il a été présenté, de manière assez protégée en fait. Et je pense que c'est intéressant que vous parliez de l'enfance parce que ce qui m'a animée en essayant de monter ce collectif éducation numérique raisonnée, c'est d'abord la protection de l'enfance et peut-être de découvrir que avec la manière dont on a laissé les écrans, alors les écrans ça veut rien dire, mais le numérique envahir nos foyers, alors nous en tant qu'adultes mais aussi nos enfants, je pense que d'une certaine manière on a détruit une part de l'enfance.
dans l'innocence, de l'insouciance, de l'ennui. Moi, je me suis énormément ennuyée petite. Mes frères ne voulaient pas jouer avec moi des trucs de filles. Et puis, ça va vous surprendre, mais je n'aimais pas lire petite. J'ai appris à aimer lire plus tard. À quel âge? Je me suis à 13 ans, en fait, je dirais. Dans ce moment où vous partez vers l'Allemagne. Je suis partie seule. Avec des livres? Avec des livres. En français. Et je crois qu'il y a une fécondité de l'ennui qui est nécessaire pour l'enfance et que les enfants aujourd'hui n'ont plus parce qu'on les comble toujours ce vide avec ces écrans un peu nounous qui permettent d'éviter qu'ils fassent du bruit, qu'ils prennent de la place dans l'espace public, etc. On le voit quand on va au restaurant, quand on prend le train, les enfants font plus de bruit parce qu'ils sont sans cesse occupés, nourris. Et nous, en tant qu'enseignants, on le voit aussi dans nos classes. Je pense à mes collègues, professeurs des écoles, qui disent que les enfants n'ont plus l'habitude, n'ont plus cette créativité. Ils ont l'habitude d'être sans cesse occupés de manière passive. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très embêtant, en fait. Alors, c'est intéressant parce que vous laissez entendre que peut-être que le sous-jacent de cette passivité que nous avons aussi, nous, vis-à-vis du numérique, enfin, cette forme on concède au numérique une place énorme dans nos vies, ça serait peut-être pour notre confort, finalement. Ça nous évite d'être dérangés, d'être déplacés. C'est une facilité énorme, et c'est pour ça que c'est compliqué de parler de ce sujet-là. On ne peut pas diaboliser complètement un outil. On sait tout ce qu'il nous apporte, c'est extrêmement pratique, il y a une instantanéité, il y a une sorte de possibilités infinies qui nous sont proposées, en fait, surtout par notre smartphone, en fait, par la connexion Internet. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus maître de notre temps, c'est plus nous qui choisissons quand on va utiliser cet outil, par les biais un peu addictifs des entreprises numériques qui savent nous accrocher par les notifications, par cet outil très très séduisant, on y revient toujours. Et qui va nous nourrir dans ce qu'on a un peu déjà regardé, dans nos curiosités qu'ils ont déjà identifiées comme... Exactement, ça c'est le principe des algorithmes des réseaux sociaux. Mais je pense à tout, en fait. Ça peut être je vais cuisiner, tiens, je vais regarder une recette de cuisine sur Internet à tel moment. Ensuite, je vais à tel endroit, j'utilise l'outil de géolocalisation. Enfin, pour tout, en fait, pas uniquement les réseaux sociaux. Et est-ce que pour ces deux usages-là, la recette de cuisine et la géolocalisation, c'est, à votre avis, un usage qui nous altère ou qui altère nos capacités? Je pense que c'est un bon usage, mais la difficulté, c'est que le numérique devient vite une béquille. En fait, plus il nous aide et plus il nous enlève l'effort, en fait, qu'on a nous-mêmes de réfléchir. Moi, je vous donne un exemple. Alors évidemment, c'est très pratique d'avoir le GPS, mais je pense qu'il y a des chemins que j'ai fait 150 fois pour aller en voiture à un endroit que j'aurais du mal à refaire moi-même. Et ça a été prouvé que certaines zones du cerveau ne sont plus activées parce qu'on ne travaille plus. C'est la mémoire visuelle, le repérage, exactement. Le nord, le sud. Et ça va être évidemment accentué par l'intelligence artificielle. Et ça nous préoccupe beaucoup, nous, professeurs, pour la manière dont les enfants utilisent l'intelligence artificielle et délèguent leurs fonctions cognitives en perdant ce goût de l'effort, de travailler justement tout ce muscle qu'est le cerveau qui doit être entraîné, etc. Alors, on va en parler après, parce que vraiment le cheminement dans les neurones est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, et ça m'intéresse énormément que vous puissiez nous dire vraiment concrètement comment dans un cerveau d'enfant exposé au numérique très tôt dans sa vie, il y a vraiment des handicaps, ou en tout cas des manques très, très forts. Vous avez perdu votre mère en 2020. J'aimerais savoir ce que cette épreuve a fécondé en vous. Ça a été un moment très très intense pour moi. Pourquoi ? C'est un sujet très personnel, mais j'aime beaucoup en parler. D'abord, c'est une manière de rendre hommage à ma mère. Je dirais qu'elle est morte d'une maladie, d'un cancer, au moment du confinement, et on a eu cette chance de pouvoir l'accompagner dans les derniers moments, d'être très présent en fait, à cette période où tout le monde s'est arrêté. Et donc, on a eu la possibilité d'être avec elle, de passer du temps gratuit, ce qui est en fait tellement rare et tellement unique. Et j'ai eu une expérience assez bouleversante. Pour moi, ça a été aussi, fécond qu'une naissance, dans la manière où je me suis sentie transformée. Parce que j'ai eu l'impression de vivre quelque chose qui était assez abstrait pour moi, c'est-à-dire l'amour, en fait, la plénitude de l'amour, dans la manière dont elle nous a offert ces derniers moments avec beaucoup de générosité, en acceptant et en nous entourant dans tout ce qu'elle avait de maternel. Et je ne pensais pas qu'on pouvait se sentir heureux quand on perd quelqu'un qu'on aime autant. Et je pense que ça dit beaucoup sur justement l'intensité de notre humanité, où les émotions sont liées, mais un peu comme une naissance. Quand on n'a pas vécu une naissance, on pense que c'est un moment uniquement heureux, mais c'est aussi un moment qui a ses douleurs et qui nous transforme et qui nous relie à ce que nous sommes profondément. Donc oui, pour moi, ça a été bouleversant, parce que j'ai vraiment fait l'expérience de
me sentir aimée très fort. Et vous aimez différemment vos enfants depuis que vous avez perdu votre mère ? Oui, je pense, parce que disons qu'il y a une forme d'identification. Quand elle était encore là, je me projetais un peu par rapport à elle, et puis maintenant je transmets quelque chose qu'elle m'a apporté. C'est une responsabilité de continuité de transmettre l'amour, en fait. Question très prosaïque, à quoi vous reconnaissez qu'un enfant a une bonne influence sur l'un des vôtres ? Quels sont les critères que vous activez comme mère pour vous assurer de l'environnement amical de vos enfants ? Alors ça, je trouve que c'est très compliqué, parce que nos enfants, quand ils vont à l'école, ils ont une vie qui nous échappe. Et puis il y a ce qu'ils nous racontent, qui est une petite parcelle de la réalité. Et je trouve que c'est difficile justement de faire la part des choses dans ce qu'on nous raconte nos enfants. Et peut-être que ce que j'ai vécu un peu trop au premier degré avec mon aîné, maintenant je prends un peu plus de recul avec les suivants. Je dirais que c'est d'abord voir que votre enfant est heureux. Un bon ami, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous entraîne à faire des choses bien. Mais au-delà de ça, est-ce que par exemple un type de comportement, un enfant qui serait très exposé aux jeux vidéo très tôt dans sa vie, vous sentez qu'il a une façon très brutale de réagir, différente, et que ce serait bien que votre enfant ne soit pas trop Alors, intime. Ce qui est compliqué, c'est quand votre enfant vous dit « mais en fait tout le monde joue aux jeux vidéo ». Et je suis le seul, maman. Et je suis le seul. Donc c'est important en effet de trouver en tant que parent d'autres parents qui partagent votre vision de l'éducation et qui ont une certaine exigence par rapport justement aux écrans. Et je pense que là, il y a des communautés de parents qui sont en train de se mettre en place. Alors ça part d'abord par de parler à la sortie de l'école entre mères. Entre deux coups de téléphone. Parents, voilà, exactement. Mais il y a des choses qui se structurent. Il y a des associations de parents, je pense notamment au smartphone. Moi, mes enfants n'ont pas encore tout à fait l'âge, mais ça va venir. L'aîné rentre en 6e l'année prochaine. Et c'est sûr que la rentrée en 6e, c'est le premier déclencheur du smartphone. Et j'ai pas envie qu'il y ait... Et ça, on va en parler parce que vous avez des élèves au collège et au lycée. Et je pense qu'ils sont... vous allez nous dire vraiment comment ça évolue. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner ? Oui, très bien. Agnès Fabre, est-ce que vous êtes bien installée d'abord ? Très bien, oui, merci. Vous n'êtes pas en classe, hein, donc on peut se détendre un peu. Vous êtes professeur des écoles, vous êtes, non pas des écoles, vous êtes professeur carrément au collège et au lycée, et vous êtes professeur de latin et de lettres. J'aimerais savoir si vous avez observé parmi vos élèves, qui sont donc tous équipés d'un téléphone portable, vraiment un défaut d'attention par rapport à l'époque où vous-même vous étiez sur les bancs de l'école. Alors c'est difficile de faire une généralité, mais c'est sûr que ce qu'on observe de manière plus globale, c'est des élèves qui sont souvent très fatigués, en effet, par le temps qu'ils passent sur les réseaux, sur leur téléphone. Et puis surtout ce téléphone qui est omniprésent, qui est dans leur poche, ils ont le droit de le regarder pendant la Alors au lycée, ils ont le droit de l'avoir, et bien sûr, ils le consultent entre deux cours. Il est toujours là, en fait. Il n'est jamais éteint, il est toujours à portée de main. Mais pendant les cours, parfois vous surprenez un élève Non, alors beaucoup de mes collègues le rapportent, mais je ne peux pas dire que ce soit mon cas dans mon établissement. Est-ce que c'est parce que vos cours sont passionnants ? Sûrement. Vous avez observé aussi que dans le contenu même de votre enseignement, eh bien, le fait qu'ils lisent moins, que la pratique de la lecture est vraiment peu à peu disparue, enfin, en tout cas qu'elle soit étiolée à ce point, fait que à certaines occasions, chez certains auteurs qui sont peut-être plus exigeants, vous sentez que là, ils n'ont carrément plus le vocabulaire ou la capacité à comprendre de quelle réalité il est question. Oui, alors pour vous dire, moi je représente un collectif d'enseignants qui enseignent un peu partout en France dans toutes les conditions. Mon établissement est un établissement assez privilégié avec des bons élèves, donc j'ai quelques élèves qui sont très bons lecteurs. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que même dans un bon établissement, ça devient de plus en plus difficile de faire lire des auteurs classiques. Qui regardent le nombre de pages pour se décider avant de lire. Donc lire un roman de Balzac, c'est compliqué. Et je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la difficulté de langage. Moins on lit, moins on a de vocabulaire. Donc plus les mots un petit peu anciens, les tournures, les phrases un peu complexes sont difficiles à comprendre. Et en fait, moins ils sont aussi habitués à fournir un effort, puisqu'ils sont nourris de réseaux sociaux. Vous avez tout de suite le plaisir instantané. La lecture, c'est un peu comme le sport. Si vous ne lisez jamais, vous avez beaucoup de mal à rentrer dans la lecture. Moi, je l'ai expérimenté moi-même. C'est un entraînement permanent. Si vous êtes sur une lancée, plus vous lisez, plus vous aimez lire et plus c'est facile. C'est comme un muscle, vous diriez ? Je dirais que c'est comme un muscle. Ça se travaille, en fait. Vraiment, avec régularité.
un peu comme le sport, comme la pratique du sport. Donc il faut, par exemple, se mettre dans une sorte de bulle pour pouvoir rentrer dans un livre en profondeur. Parce qu'on pourrait se dire aussi, vous savez, toutes ces tablettes de lecture qui ont de mille et une marque, et des personnes qui lisent comme ça sur tablette. Et pourquoi est-ce que ça a été érode? prouvé qu'on n'a pas la même capacité de lecture, on ne lit pas de la même manière, les schémas neuronaux ne s'activent pas de la même manière quand on lit sur un écran que sur un papier. Donc c'est faux de dire que l'écran est un support neutre. Quand on lit sur un écran, on lit plus rapidement, on lit plus aussi de manière superficielle, alors qu'on peut avoir ce qu'on appelle, ce que Marianne Wolf, dont je parlais tout à l'heure, parle de lecture profonde, quand on arrive à rentrer dans la complexité, à ressentir l'empathie, à exercer son esprit critique, à avoir une capacité de réflexion pendant qu'on lit. Comment expliquez-vous que la matérialité du livre puisse éveiller tout ça? Alors c'est très certainement d'abord lié aux usages, c'est-à-dire ce qu'on regarde sur écran, c'est beaucoup des petites vidéos courtes, des choses rapides, etc. Donc on lit un peu de la même façon. Donc avec notre le cerveau même... exactement est dans un état d'esprit qui est plus léger, plus rapide, etc. Mais ce qui est intéressant et ce qu'elle montre, je trouve, dans son livre, c'est que non seulement on ne lit pas de la même manière sur le moment, ça c'est évident, mais en fait quand on passe la journée à lire sur écran ou à regarder des vidéos sur écran, le soir, quand on sort un livre, c'est plus difficile parce que le cerveau a plus de mal à rentrer dans cet état d'esprit, dans cette pratique de lecture profonde. Et ça, moi, je l'ai vécu de manière très concrète et c'est ce qui m'a poussée à agir aussi, c'est que je me rendais compte que j'avais l'impression d'avoir perdu le goût de la lecture, ce qui est terrible pour un professeur de français. J'avais du mal, je trouvais ça difficile, j'étais fatiguée, j'avais des enfants petits, une vie fatigante, je me disais, j'ai jamais le temps de lire. En fait, non, je pense que j'étais moi-même victime de cette emprise un peu numérique où je passais beaucoup de temps sur mon smartphone. Et pour retrouver le goût et la pratique de la lecture, c'est évident qu'il faut déconnecter, il faut une déconnexion, il faut savoir éteindre son téléphone, le mettre de côté, avoir conscience en fait de la tentation permanente de cet outil numérique qui vient accaparer notre concentration nécessaire pour la lecture profonde. Certains disent qu'il faut même le sortir de la pièce, parce que même savoir qu'un téléphone à tout moment peut sonner, même à distance, nous déloge de cette profondeur dont vous parlez, de cette profondeur de concentration, de cette disposition à la lecture d'un texte d'un autre. Je crois qu'on a toujours en fait notre cerveau allumé à se dire est-ce que je vais avoir une notification, à penser à quelque chose que je dois faire ceci, et puis c'est très tentant en fait d'aller vérifier instantanément. Et vous diriez que la qualité qui, du coup, peut disparaître avec ce phénomène qui est assez irrépressible de la nouvelle génération, c'est l'empathie ou c'est la capacité de silence ou la capacité d'imagination? Qu'est-ce qui est le plus fragilisé? Alors, je dirais que tout est lié et je pense qu'il y a une vraie inquiétude à avoir et j'ai l'impression qu'on le dit peu dans le débat public. On parle des dangers des réseaux sociaux, des dangers sur la santé mentale, sur la santé physique. Mais en fait, sur la lecture, sur le temps volé à la lecture de l'emprise du numérique, on n'en parle pas assez. Et je pense que c'est aussi important. C'est très inquiétant pour les jeunes, qui lisent de moins en moins, mais aussi pour les adultes. Récemment, le Centre national du livre a publié son baromètre qui montre une chute de la pratique de la lecture aussi chez les adultes. Et notamment entre 50 et 64 ans, j'ai vu ce chiffre, mais c'est un dévissage. Ouais. C'est ceux qui ont grandi sans numérique qui finalement finissent par rentrer peut-être par jeunisme. Je pense qu'il y a ce pouvoir de l'outil. En fait, on n'a pas eu de mode d'emploi, on n'a pas eu conscience en fait de la manière dont on se faisait capter, toute la captation de l'attention. Si on n'a pas conscience de ce recul nécessaire, c'est difficile de le prendre soi-même. Alors donnez-nous 3-4 astuces que vous pouvez vraiment nous permettre d'essayer d'appliquer. Alors moi j'ai essayé plein de choses, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que la première chose c'est évidemment supprimer ces notifications. Mais c'est un effet pervers, c'est-à-dire que si vous êtes déjà très accro, vous allez vérifier sur votre téléphone avant d'avoir une notification pour vérifier s'il n'y a pas un nouveau message. Il y a de mettre un filtre en noir et blanc, il y a de... Attends, les filtres en noir et blanc, pourquoi? Parce que tout de suite c'est beaucoup moins séduisant et donc vous avez moins envie de regarder. Que l'écran en couleur. Vous pouvez aussi supprimer des comptes, des applications notamment inutiles de réseaux sociaux, etc. Et puis il y a quelque chose d'extrême, moi c'est vraiment ce qui a marché pour moi, de me libérer un peu de cette addiction au smartphone. Ça a été de l'éteindre et de m'acheter un vieux téléphone à clapet, à 9 touches, dans lequel de temps en temps je mets ma carte, notamment pendant les vacances. Et en fait, je ressens ce bienfait de santé, sur ma santé mentale, d'avoir l'impression d'être dans le moment présent, d'avoir un temps de plus de qualité avec mes enfants, d'être vraiment là avec eux. Et même puis de perdre du temps avec eux. Perdre du temps, de pas être tout le temps à penser à 2000 choses en même temps, ce que je pourrais faire. Et puis vraiment sur la lecture, j'ai vu l'effet. Les semaines où je suis sans smartphone, je lis beaucoup plus facilement et puis j'accepte aussi cet imprévu.
de regarder plus ce qui se passe autour de moi, éventuellement de parler aux gens dans les salles d'attente chez le médecin, de prendre un livre avec moi. Enfin, c'est toute une autre... D'acheter un billet de tombola, parce que les enfants qui veulent vendre leur ticket de tombola pour les fêtes de fin d'année se retrouvent avec des personnes qui sont toutes dans leur bulle. Moi, mes enfants reviennent en disant personne ne nous a regardé. Ouais. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Non, mais il y a une manière dont cet outil vient couper en fait, le lien spontané, en fait, un peu... Et alors, c'est ce que vous disiez, à un moment donné, tout à l'heure, se laisser déranger. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est complètement en train de s'organiser collectivement, sans le savoir, pour être de parfaits naïfs et de parfaits victimes de ce consumérisme ambiant qui fait que l'intelligence artificielle ne va jamais nous surprendre puisqu'elle ne sera que l'agrégat de ce qui existe déjà, et finalement l'audace, l'idée nouvelle, la conjonction de deux choses complètement disparates qui vous donnent une idée complètement nouvelle va peu à peu s'étioler, on ne pourra même plus l'accueillir. Je pense que c'est un danger en effet, parce qu'on a l'impression de pouvoir tout maîtriser avec ce rapport à Internet, de pouvoir choisir tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on fait, avec qui on parle à tout moment. Et d'une certaine manière, on se ferme à l'altérité, à la surprise du hasard, des rencontres au quotidien, de l'imprévu. Je pense notamment les moments où je n'ai pas de smartphone, je dois regarder à l'avance sur mon plan où je dois aller, demander à un passant si je me suis perdue, etc. Qui lui regarde sur son téléphone pour vous expliquer. Heureusement. Mais en fait, qui crée une sorte de spontanéité qui est la vie et qui rend heureux aussi, en fait, je pense. Et vos enfants, vous pensez que... ça, c'est une vraie question technique. Vous allez les préserver de cet assaut comme ça d'informations et peut-être même de danger pendant le plus longtemps possible, mais un jour vous devrez, comme toutes les mamans du monde, accepter qu'ils en aient un iPhone ou portable connecté à Internet. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez mis en eux, enfin que tout ce qui a été mis grâce au fait qu'ils avaient été préservés pendant des années reste, ou est-ce que c'est erase, est-ce que c'est effacé par le surgissement de ce flux continu d'informations? C'est vraiment une question que j'ai. Vous faites écho à une grande crainte que j'ai, et on en reparlera dans quelques années. Moi, ce que j'espère, c'est que nos enfants seront moins naïfs que nous, en fait. Moi, je vois, dans ce que je vous parle de cette addiction numérique, qui est un peu ridicule, mais je pense qu'il est très partagé. J'ai l'impression que ça nous est tombé dessus parce qu'on n'a pas eu ce mode d'emploi pour le téléphone, on s'est laissé déborder. Et il me semble que peut-être ce qu'il y a de plus déterminant pour mes enfants, c'est pas tant que le fait que je les protège. En effet, ils regardent très peu d'écran, on regarde quelques films ensemble, mais je les laisse jamais seuls sur Internet. Mais c'est de me voir un peu me dépatouiller avec cette addiction. Quand je suis trop sur mon smartphone, ils disent « Mais maman, t'es toujours sur ton smartphone ». Quand ils voient dans la rue un adolescent qui est comme ça, ils disent « Oh, regarde ». Ils sont choqués, en fait, quand ils voient un enfant dans un train qui est sur une tablette. Donc je pense qu'ils ont acquis ce recul critique de voir, en fait, la difficulté, en fait, avec beaucoup d'humilité, que nous, on leur montre dans notre rapport au numérique, pas tant parce qu'on leur dit, tu vois, c'est dangereux, mais parce qu'on dit, tu vois, c'est difficile pour moi, et qu'ils voient que quand nous, on est sur notre smartphone avec eux, ça entame le lien affectif qu'on a ensemble, notre disponibilité pour eux. Donc je pense qu'ils ont plus de... Et c'est mon espoir, et je pense que... Cette nouvelle génération, vous pensez, sera... Parce que la génération précédente, on pourrait dire qu'elle est sacrifiée, la génération X, Y, Z. Là, Et est-ce que celle de vos enfants, qui sont maintenant, qui ont moins de 10 ans aujourd'hui, vous pensez qu'elle sera plus mûre pour cet usage-là ? Je l'espère. En tout cas, je pense qu'il faut vivre comme ça, sinon c'est désespérant ce qu'on est en train de... Oui, mais l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez, sur l'éducation, beaucoup d'écoles ont été extrêmement séduites par l'équipement, enfin par l'idée de tablette pour se sentir moderne. Donc apprendre la philosophie sur ton écran, l'anglais comme ça avec une appli très bien. Et beaucoup d'écoles finalement se sont équipées d'écrans, ont équipé leurs enfants d'écrans. Et donc maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire un recul en arrière si on se rendait compte que on apprend moins bien ? On a de plus en plus de recul critique par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une grande naïveté dans le numérique éducatif, comme il y a eu dans le numérique récréatif. Il y a quelques années, on ne parlait pas des dangers des réseaux sociaux. On trouvait ça formidable de pouvoir parler avec tout le monde, à l'autre bout du monde, de manière gratuite, etc. Maintenant, il y a cette prise de conscience. Je pense qu'elle tarde un peu plus pour le numérique éducatif, mais elle est en train de venir. En tout cas, c'est l'objectif de notre plaidoyer avec éducation numérique raisonnée, c'est de dénoncer cette naïveté, cet usage déraisonné du numérique à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de bon usage du numérique à l'école. Il y en a, quand il est encadré, pour un objectif pédagogique précis avec le professeur. Mais quand il vient prendre toute la place, il est dangereux, comme dans le numérique récréatif, parce que c'est du temps volé à d'autres activités. Quand on vient remplacer les manuels scolaires en papier par des manuels numériques, quand on supprime les agendas et que les enfants doivent se connecter à la maison pour découvrir le travail qu'il faut faire pour le lendemain, parfois tard le soir, parce qu'on met le travail tard le soir, on a un usage qui est complètement déraisonné, on renforce l'hyperconnexion des élèves, on les déresponsabilise.
Donc oui, je pense qu'il y a un recul critique à adopter sur le numérique éducatif. On y vient petit à petit. Récemment, notre ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'elle allait faire valoir le droit des élèves à la déconnexion. C'est le titre de notre tribune qui avait été publiée en octobre. Vous avez été reçu même à l'Élysée. On a été reçus par... Enfin voilà, on a beaucoup de démarches de lobbying. Donc les choses vont dans le bon sens, elles vont un peu trop lentement à notre goût. Mais c'est sûr que quand vous parliez de l'intelligence artificielle, il me semble qu'aujourd'hui on a cette même naïveté, peut-être parce qu'on est complètement dépassé en fait. On ne sait pas comment... Par quel bout l'arrêter, est-ce qu'on va être en retard tellement vite. Oui. Mais nous, qui sommes enseignants, qui voyons les choses sur le terrain, on voit un tel écart en fait entre les promesses de ces outils qui sont fabuleux, qui peuvent faire plein de choses, et puis la réalité des besoins des élèves qui ont besoin d'abord d'humain, de contact humain avec le professeur, de ce lien, qui ont besoin qu'il y ait de la place pour l'imperfection en fait. Moi, ce qui me fait peur dans l'intelligence artificielle, c'est que c'est un outil qui permet d'augmenter, de décupler la performance, alors que la performance n'a pas lieu d'être à l'école. Ce qui compte, c'est le cheminement, c'est le travail, comment dire, le chemin de l'élève et non pas sa production finale. En fait, on s'en fiche complètement que la dissertation soit parfaite. L'intelligence artificielle, elle leur permet de faire un raccourci, en fait. De faire un raccourci et de s'interdire aussi, justement, les atermoiements, tout ce qui fait le cheminement d'une pensée. Tout cet effort, en fait, cette page blanche qui, je pense, nous a formés... puis aussi de confiance en soi, de se dire en fait moi je peux avoir des idées, je peux trouver par moi-même, alors c'est pas parfait, mais et ce que je vois avec nos élèves, je pense c'est un énorme problème de confiance en soi. Plus ils ont accès à quelque chose qui leur permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, moins ils ont confiance en leur propre capacité d'y parvenir, et ça c'est très inquiétant, je pense. C'est le vertige, en fait, le vertige du numérique. C'est vertigineux. Oui. Ouais. Agnès Fabre, une mesure, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, sur ce sujet, ce serait quoi votre radicalité, la mesure radicale que vous pourriez préconiser? Alors, d'abord le principe de précaution. Non, c'est pas d'abord, c'est la mesure radicale. J'allais répondre par contre. Interdiction totale jusqu'à 18 ans de tout portable à la maison et à l'école, qu'est-ce que ce serait quoi? Je dirais, en fait, dans une dictature. Ce principe clair qu'un enfant ne doit pas être seul sur Internet. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 13-15 ans. À notre fixer. C'est-à-dire quand l'école demande de se connecter à la maison pour faire des devoirs sur Internet, elle place l'enfant dans un état de fragilité. En fait, elle met en porte-à-faux les parents qui ne sont pas forcément là pour accompagner leur enfant, pour le sécuriser dans un espace qui ne l'est pas sur Internet. Donner un smartphone à un enfant avant un certain âge, ça apporte plus de maux que de bien. Donc je dirais que c'est un principe global de précaution, de prudence. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on est face à des acteurs qui n'ont pas le souci de l'éducation de ces enfants, ils ont surtout le souci de les transformer en consommateurs potentiels. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une vigilance à avoir. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit point rapide. Mais j'aimerais bien vous inviter chaque 6 mois, parce que je pense que ça va très vite dans ce secteur et que vous avez actualisé grâce à Éducation numérique raisonnée. Vous avez un site internet, vous actualisez vos connaissances et vos propositions. Merci beaucoup. Merci Agnès Fabre. À bientôt.